Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On a fini hier soir sur le livre de Isabelle Waro. Je voulais absolument présenter une autre émission pour parler bien sûr de ce livre, mais on va également parler du livre alors Guiton, bonsoir, comment on dit ça? Le salon du livre jeunesse. Voilà. Qui normalement ce sera à Saint-Leu. J'espère qu'il se fera à la fin de l'année, mois de novembre. L'île à la page, ça s'appelle. Et du coup, de toute façon, toutes les semaines. On va juste quand même lancer le générique. D'accord, il n'y a pas de souci. La rubrique, c'est dans Cosmo Réunionnais. Merci. Eh oui. Alors donc le salon du livre jeunesse. Alors pour ne pas comme hier prendre tout le temps que sur l'ouvrage d'Isabelle Waro, on va d'abord parler de Tapcal, le royaume des nuages, donc que j'ai lu l'an dernier aux éditions du 20 décembre. Le titre Tapcal, le royaume des nuages. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie de la Réunion, c'est du côté de l'îlette à cordes. Oui, voilà. J'aurais été incapable. Non, mais c'est un petit coin perdu dans la forêt, ça. J'aurais été incapable. Je garde ce nom parce que c'est lié à un des esclaves célèbres, qui reste célèbre à La Réunion. Entre autres, pour vous, c'est lequel ? Moi, je garde Zélindor, mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Alors, attends. Anchin. Anchin, voilà. Anchin pour moi. C'est l'autre côté, là, Salazie. Voilà. C'est pour ça que à chaque fois, quand on essaye de dire quelque chose, on essaye vraiment de lier cet élément à la Réunion, à l'histoire, à la culture, parce que quand on regarde, tout est lié. Oui, tout à fait. Et là, d'ailleurs, c'est vraiment une partie de l'histoire réunionnaise qui est passée aux oubliettes parce que personne n'a écrit sur cette partie de l'histoire, sur le marronnage. Personne n'a donné la parole aux marrons. Oui, ça c'est une chose. Oui. Et donc ma pièce de théâtre, l'idée, c'était de dire qu'est-ce que les marrons vivaient, comment ils vivaient, et qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire encore aujourd'hui. La pièce de théâtre, on va juste préciser, ça s'appelle Tapcal. Et c'est le royaume oublié. Et c'est une tragédie créole qui va être en bilingue dans un mois. Parce que là, elle est en français encore. D'accord. Donc, je vous verrai la semaine prochaine pour qu'on en parle de votre avec pièce. Plaisir. D'accord. Plaisir. Traduit par Céline Huette, qui est déjà venue ici, qui écrit très bien créole. Voilà. Céline Huette qui habite à Sainte-Suzanne, normalement. Tout à fait, tout à fait. Et on travaille souvent ensemble pour les traductions, parce qu'elle a un très beau créole. Et puis, c'est difficile de traduire la langue marronne en créole. Oui, parce que faut savoir que les Noirs qui étaient esclaves ne viennent pas tous des mêmes endroits, que ce soit du Sénégal, que ce soit du Mozambique, que ce soit d'ailleurs. Leur langue, c'est difficile de parler un langage qui n'est pas le sien de toute façon. Oui. Et Tapcal serait malgache, d'origine. Et là, j'ai pris la façon de penser malgache. D'accord. Leur relation avec la nature et le rôle des femmes malgaches qui étaient considérées comme souveraines et qui n'avaient, par exemple, pas impliqué la faute d'Ève. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui va être complexe pour la suite parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la Genèse, ce qu'on appelait la malédiction de Cham ou la malédiction de Canaan, que Dieu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, aurait puni les descendants de Cham et de Canaan, les Noirs, de la faute de Cham qui aurait vu la nudité de son père Noé. D'accord. Mais les Malgaches viennent d'Indonésie, donc ils ne sont pas passés par Cham. Enfin, ces Malgaches-là. Donc ils ne connaissaient pas cette histoire, ils ne l'avaient pas du tout dans leur mythologie. Alors, Gaëlle, on revient sur cet ouvrage. Oui, pour moi, j'ai vu l'histoire d'une femme. C'est vrai. Voilà, c'est une femme qui a le pouvoir, on va dire le pouvoir. Oui, c'est une princesse. Voilà, c'est une princesse, elle a le pouvoir, elle décide pour son peuple. J'ai vu, on reprend un peu les tragédies, la trahison, oui. Comment une personne peut se retourner contre son roi, sa reine, son peuple, pour
pour une faiblesse. Moi, j'ai vu une faiblesse, la faiblesse d'un homme. Désolée, mais je l'ai vu comme ça. J'ai vu comme un peu une tragédie féministe, voilà, avant-gardiste, par rapport à... J'ai souri, en fait. Franchement, avec la fin, j'ai souri parce que je me dis, c'est typiquement masculin. C'est pas beau ce que je dis, hein, mais vraiment, c'est l'homme, comment un homme, à cause d'une femme, peut briller complet et renier son peuple. Ouais, mais c'est très commun. Oui, voilà. Mais alors, cette pièce de théâtre que j'ai écrite en 2007 a été jouée avec une autre fin que celle-là. Ah, d'accord. Cette pièce de théâtre a 3 fins. Donc celle-là, c'était l'éditrice trouvait que c'était... Parce qu'il y en a une où Zahira, qui est la princesse, magnifique femme, qui défend son statut de princesse et de femme, et qui ne veut pas se soumettre à rien d'ailleurs. Dans la première fin, elle meurt, touchée par une balle. Dans la deuxième fin, elle se suicide, elle se jette d'un rempart. Et là, dans la troisième fin, elle dit « Moi, je sais ce que c'est que la liberté, je vais aller l'enseigner à ceux qui ne la connaissent pas. » Moi, je trouve ça très amusant d'avoir des fins différentes comme ça. Oui, c'est le suicide que j'ai du mal à... Elle choisit son destin. Oui, mais il faut savoir que le suivent. Beaucoup d'esclaves, j'en parle dans l'introduction, parce que j'explique un petit peu aussi pourquoi j'ai écrit cette pièce, et je la mets aussi dans l'histoire marronne. Beaucoup d'esclaves ont choisi de mourir plutôt que de redescendre comme esclaves. Hein. Oui, et se sont jetés dans les remparts. Donc c'était aussi une fin possible. Tout à fait. Non, mais moi, j'oublierai jamais cette image qu'on regarde, qu'on voit dans un film qui s'appelle Amstrad. On voit une femme qui prend son bébé, elle est sur un bateau, et puis elle se jette à la mer avec son bébé. Oui. Et j'ai trouvé ce geste-là... C'est terrible. C'est terrible. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je vais même pas juger. Non. On peut pas. J'ai même pas essayé d'avoir, ne serait-ce qu'un... me dire, tiens, elle aurait pu faire ça, là. Oui. Non. Mais je voudrais quand même résumer la pièce un peu, la présenter rapidement. Hein. Donc d'abord, cette pièce est née d'un coup de tambour que j'ai reçu dans mon cœur. En allant à Sillaos. Qui vous a jeté un tambour? J'ai ressenti le tambour quand j'ai entendu ce mot la première fois, Tapkal. D'accord. Je rentrais de voyage, j'avais fait le tour du monde, je vais à Sillaos et il y avait un espace dans lequel j'ai découvert l'histoire marronne de la Réunion. Et ce mot de Tapkal, ce lieu de Tapkal où il y avait quasiment rien d'écrit, et où on avait juste redécouvert l'espace, parce qu'il y a, en 2001, je crois, il y a un explorateur, Pascal Collat, qui est descendu et qui a redécouvert cet espace. Et là, je suis rentrée à la maison, et en un week-end, j'ai écrit la pièce en entier. Et j'ai fait commencer cette pièce par des tambours qui résonnent sur l'îlette à cordes. Et j'ai imaginé donc un roi, Ilangor, c'est un nom sacré en Indonésie, un roi sage, ancien esclave, et qui a souhaité monter dans les hauts de façon à ce que son enfant ne connaisse pas l'esclavage. Et sa femme, la reine, est morte en donnant naissance à Zahira. Et Zahira, donc, c'est une jeune princesse qui ne sait pas ce que c'est qu'être esclave. Et en même temps, il y a toujours ce besoin de se venger. Donc, il y a le chef des guerriers, Sangamor, c'est pas pour rien le nom, du sang et de la mort. Sangamor, lui, il ne rêve que de se venger sur les colons qui l'ont mis en esclavage. Et il y a ce conflit entre le roi qui veut rester là-haut, dans un royaume qu'il appelle Tapkal, le royaume des hauts, et qui ne veut plus rien avoir avec les colons des bas. Et ce guerrier, il accepte de ne plus aller se venger en se disant « je vais conquérir la princesse ». Sauf que Zahira n'est pas une femme qu'on peut conquérir, mais on ne peut que la séduire. Et la respecter. En la respectant. Et là, d'où le conflit entre les deux. Et lui, il a ce regard machiste. Hein. Oui. Hein? La possession. Voilà. Et elle lui explique, elle lui dit, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que je veux. Et il n'entend rien. Quand deux femmes sont d'accord sur quelque chose, ça s'entend. Hein. Et ce côté possessif, machiste qui ressort de ce personnage. Et pourtant, qui paraît si réel, en fait. On se dit,
avec le temps, bon, ça a atténué. Moi, je l'ai ressenti comme ça. On sourit parce qu'on se dit, ça reste encore comme ça, ah ben oui, à l'heure actuelle. Oui. C'est cet effet de possessivité. Et puis la femme là qui en plus là a le pouvoir. Donc l'homme qui veut absolument détenir le pouvoir. Donc il se dit, c'est une femme, elle est faible. Je vais pouvoir acquérir ce pouvoir très facilement. Ok, il s'appelle Zahira. Et Zahira, j'ai sorti ce nom-là d'un livre de Coelho. Zahir, le Zahir, l'inaccessible étoile. Paulo Coelho. L'inaccessible étoile. D'accord. Mais on peut l'atteindre, si on sait bien. Ah, il faut savoir. C'est Jacques Brel qui le chantait, je crois, Inaccessible étoile. Possible aussi. Ouais. Possible. Non. Et là-dessus, pour revenir à ce que je disais, c'est bien simplement une condition masculine, une condition féminine, un contexte particulier, et comment deux êtres peuvent s'aimer. Ou se haïr. Je crois que dans ce cas-là, c'est proche en vérité. C'est proche. C'est proche qu'on me pense. Oui. Voilà, c'est très très proche. Parce que les deux voudraient bien s'aimer, mais ils se heurtent sur l'orgueil. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'amour est là. L'amour est présent. Possible, non, l'amour est possible. Il n'est pas là encore, parce qu'un amour, c'est quelque chose qui se développe petit à petit. Le coup de foudre n'existe pas là. D'accord. Donc il faut trouver le chemin du cœur de l'autre. Et elle lui propose. Elle lui dit, voilà, pour que je te donne mon cœur. Elle lui ouvre la voie. Voilà, écoute. Voilà, elle lui propose, elle essaye de lui montrer. Après, est-ce qu'il écoute ou pas, c'est autre chose. Et à entendre Gaël Guiton depuis tout à l'heure, cette histoire-là, elle est particulière. On a l'impression que il faut pas grand-chose pour que ça marche, mais ça ne marche pas. Oui. Manque de communication. Oui, puis chacun est dans son discours, dans sa représentation de l'amour, et du coup, ils peuvent pas se rejoindre. Non. D'ailleurs, je voudrais bien vous lire un petit morceau de Zahira, là, qui explique justement à Sangamo. D'accord. Écoute, Sangamo, si tu veux mon amour, tu devras le quérir. Cette quête ne sera pas un combat, mais une aventure dont tu pourrais devenir le héros. Il te fera grimper vers les sommets où mon esprit vogue, vers les cieux où mon âme s'envole, t'unir à mes rêves, te lier à mes désirs, tracer des sentiers au royaume inexploré de mon cœur. Ce qui m'importe, c'est la rencontre de nos esprits avant que nos corps ne s'accordent. Sangamo. Mais comment faire ? Tout ceci me semble bien chimérique, né d'un esprit tourmenté et rebelle. Pourquoi cherches-tu à tout embrouiller ? C'est pourtant simple. Un homme, une femme, il suffit de si peu. À mon bonheur. Oui, dit Zahira. N'est-ce pas notre bonheur que tu désires ? Il s'agirait de me comprendre, de respecter que je sois différente, de te montrer patient, engagé, fidèle, de faire de moi ta meilleure amie, ton aide parfaite, ton égale en tout. C'est ainsi que tu obtiendras mon estime et mon amour à jamais. C'est pas compliqué, hein. Simple. Mais qu'est-ce qu'il va dire Sangamo pour finir ? Mais je ne comprends rien aux divagations de ton esprit. Je me perds dans les méandres de tes paroles. Je suis un guerrier, pas un philosophe. Je suis un homme, tu es une femme. C'est tout, ça me suffit. Le cadre, c'est... Alors, qui va poser le cadre ? Parce que c'est... Aujourd'hui, la question est pareille, est la même. Dans une relation, qu'est-ce qu'on accepte de l'autre et qu'est-ce que l'autre accepte de soi ? Oui, c'est un sujet universel. En fait, c'est un sujet universel malgré les temps qui passaient. Voilà. Et je trouve que dans cette pièce de théâtre, je le voyais encore aussi l'exposer aux adolescents, dans les lycées. Déjà, il y a ce cadre historique, quand même, qui parle un peu de nos origines. Et aussi ce sujet universel qui est l'amour entre un homme et une femme, possible, pas possible. Donc on rentre vraiment dans le cadre de la tragédie et expliquer. Et voilà, il y a deux vérités en fait, deux choses importantes à expliquer dans cette pièce de théâtre, à mettre en avant. Oui, et j'allais juste faire un petit clin d'œil, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'Europe, lorsque Zeus se transforme en vache
pour aller à côté d'une princesse qui va monter sur son dos et après il va partir avec cette princesse parce qu'il convoite la princesse. C'est là que naît Europe, je crois. Oui. Et c'est-à-dire chacun choisit sa méthode. Ça Bien marche sûr. ou ça marche pas. Oui. Oui, oui. Ouais, est-ce qu'il a bien cerné la personne? Oui. Mais là, ça parle aussi de la violence contre les femmes qui reste un sujet très important à La Réunion. Et ça l'aborde aussi. Ça aborde cette violence qu'il y a entre la relation homme-femme parce que justement, il n'y a pas suffisamment de communication. Qu'est-ce qu'un homme, il attend d'une femme? Qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme? Il n'y a pas ces discussions-là. Au début d'amour, on se laisse emporter par ses sentiments. Et puis après, très souvent, on veut enfermer la femme dans la cage d'un amour dans lequel elle va s'étioler et où elle va se révolter et vouloir sortir. Alors que la porte serait ouverte, elle resterait. Non, j'entends. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait Et il y a une d'accord chose là-dessus. à rajouter, c'est que ici, Zahira, elle a quand même le pouvoir. J'insiste beaucoup. Oui, c'est une princesse. Voilà, c'est une princesse, elle a le pouvoir. C'est ça. Il y a de la convoitise derrière. Donc c'est normal qu'une femme avec du pouvoir se dise, est-ce que l'homme qui me convoite, il veut moi en tant que femme, ou est-ce qu'il veut récupérer ce pouvoir? Et je vais répondre un peu plus à Isabelle Ouaro là-dessus. En fait, mais là c'est vraiment personnel la posture. En fait, c'est ma vision de la liberté. Je me permettrai pas d'enfermer qui que ce soit parce que je ne veux pas qu'on m'enferme. Donc voilà, c'est ma vision de la liberté. C'est très personnel. Après, chaque être humain est différent. Aimer quelqu'un, l'enfermer, moi je trouve ça totalement bête. Parce que si on enferme j'allais dire, quelle que soit la nature, on met dans une cage, elle veut sortir de sa prison, bien sûr. Et je pense que très, très, très souvent, dans les drames que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, on en est là. On en est là, malheureusement. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on a besoin d'enfermer l'autre, de toute façon. Parce que je pense que très souvent, les hommes n'ont pas suffisamment confiance en leur capacité de séduction. En eux surtout. En eux, oui, mais ça va avec. Ouais. Et de ce fait-là, en disant, celle que j'aime, je la garde pour moi, et comme ça, je la garderai toujours. Elle m'appartient. Alors que l'amour, c'est fondamentalement la liberté. Tout à fait. De l'autre. Oui. Et il y a une peur aussi, je pense qu'il y a cette idée ancrée, encore et toujours, l'homme doit être supérieur à la femme, c'est lui qui doit protéger, c'est lui qui doit garder sa famille. Ça reste ancré, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui doit gagner le meilleur salaire, c'est lui qui ramène la marmite à la maison. Il y a cette idée qui ne sort pas, qui ne reste là, et du coup, si on voit sa femme, certains hommes voient sa femme après sortir, s'émanciper, cette peur de dire elle va vouloir chercher ailleurs, elle va vouloir prendre mieux. Il y a ce fait, de vouloir garder pour soi. Donc on en revient au fait que ce n'est pas la femme qui pose un problème, c'est l'homme qui n'a pas confiance en ce qu'il est, qui régresse dans son regard à lui, qui perd ses moyens, et que la femme, quelle qu'elle soit dans son évolution, devient un élément qui est libre et qui, quelle que soit la prison dans laquelle on va l'enfermer, elle s'envolera de toute façon. Oui, et puis la femme, on a toujours eu peur de la femme depuis toujours, parce qu'elle est incontrôlable. Oui, je vais aller plus loin par rapport à ce que dit Gaël Guiton. L'homme, la supériorité de l'homme. Moi, j'ai toujours pensé une chose, c'est la femme qui est supérieure à l'homme. L'homme n'a jamais été supérieur à la femme. L'homme a mis en place des contextes, des cadres pour se croire supérieur à la femme. Même la religion a servi à ça. D'ailleurs, on en parle là-dedans de la religion, hein. Voilà, si l'homme n'avait pas peur de la femme, il ne mettrait pas autant de cadres. Bien sûr. Et quand on regarde tout ce que l'homme a fait, a mis en place comme cadre pour donner à la femme l'impression que c'est lui le patron, ça montre vraiment à quel point il est faible, surtout. Voilà, tout à fait. Mais bien résumé, hein, pour un homme, là. Bien. Et ça, c'est méchant, par contre. Non, mais c'est vrai que vous avez vraiment compris la chose, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui comprennent ça, mais peut-être pas assez. Et peut-être qu'il faudrait davantage communiquer sur ça. Et une pièce de théâtre, moi, je trouve, c'était fait pour faire la catharsis. Dans notre monde d'aujourd'hui, voilà, on parle de ça. Et malheureusement, piège, je rêve que quelqu'un s'en saisisse et la monte. On
on va essayer, parce qu'on va arriver à la fin aussi de cet échange, on va essayer de voir comment on peut le promouvoir, comment on peut en parler, et puis comme vous préparez la pièce, je crois. On va avoir la traduction en créole, je dis peut-être quand ça sera en créole, on voudra plus monter la pièce, j'espère. C'est une ouverture en plus. Non, je crois que, parce que la place de la femme, et au-delà de ça, pourquoi je disais tout à l'heure, ne serait-ce que dans le peuplement de la Réunion, la place de la femme a été encore plus importante qu'on ne l'a dit jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que la première femme née sur cette terre, c'est Anne Mousse. Et on n'a même pas retenu le premier garçon, parce que je crois qu'il y a 1 ou 2 enfants qui sont nés avant elle. Je crois qu'elle est la troisième enfant née sur cette île. Mais c'est elle qu'on a retenue parce que c'est une femme. Parce que ce sont les mères. Voilà. Parce que c'est elle qui va donner naissance au premier enfant conçu et né sur cette terre réunionnaise. C'est pour ça que je dis que la place de la femme, on ne peut pas la décrire, elle est tellement importante que... Et ce que nous, Réunionnais aussi, on a commis comme erreur, c'est qu'on a négligé la place, compris les femmes malgaches dans notre histoire. Ah, clairement, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à... Et pourtant, moi, j'ai 7 grand-mères malgaches, Ouais. et 3 grand-mères indiennes. Ouais. Donc, je suis très fière, moi. Parce que ça veut dire que nous sommes aussi les enfants de la grande île. Tout à fait. Et quelqu'un disait que de la Réunion, que c'était la 19e... Je crois qu'il y a 20 régions à Mada, je sais plus. 18 ou 19, je sais plus. On était celle qui était en plus. Et c'est vrai, parce que on a tous du sang malgache. C'est quelque chose de vrai. Et encore une fois, c'est pour ça que je disais à quel point la femme est importante. Et encore une fois, on a tout fait pour la rabaisser, pour la faire en sorte que on voit pas la femme. Et je pense que nous, on a ce devoir de montrer à quel point la femme a pris une place importante dans le peuplement de la Réunion. Fondamental. C'est la mère des Réunionnais. Hein. Tout à fait. En tout cas, ça a été un moment important. Merci en tout cas pour cet échange. Merci. On a tout dit, je pense. Merci. Merci Yael Ditton. Merci Isabelle Waro-Joly. Merci pour toutes ces informations. On a passé un très bon moment. On va continuer notre voyage. Merci à vous, comme je viens de le dire. On va continuer notre voyage on va continuer dans cette famille de charcutiers de Piton-Saint-Leu. Aujourd'hui, c'est la maman qui va s'exprimer. Moi, je retrouve juste après. Quelle année à vous que tu as marié? 92. 92? Non, 72. Alors, on recommence. En quelle année vous avez marié? En 72, 23 décembre, je pense. Et en quelle année vous avez rencontré les autres? Ah là là, Marmaille, on était jeunes. J'avais 15 ans et Jean-Claude, 17 ans. Ça a été le coup de foudre? Oui. Combien de temps vous êtes ensemble là? 49 ans. Donc l'année prochaine, vous avez 50 ans alors? Oui. Ça va... Il y a une grande fête? Ouh, Jean-Claude, il veut faire, mais moi, je ne veux pas faire, moi. Et comment t'es dit avant? Il était cochon? Oui. Jean-Claude dit, tu vas faire tout dans le cochon. Il dit non. Comment on l'a vu avec lui quand il a commencé à vendre sa moussa? On a serré les coudes. C'était bien. Au début, c'était bien, même jusqu'à maintenant. Mais on faisait que des samoussas, des piments farcis, des croquettes de poulet, mais les autres choses, on ne faisait pas. Mais après ça, au cours des années, on a appris à faire des autres trucs, les farcis, les croquettes de poulet, les beignets choux, beaucoup de choses encore, des bonbons. C'est une question que vous me posez. Comment
Combien de marmailles on en a? 4 marmailles. Alors, comment, à l'époque, vous gérez 4 marmailles, ou vous faisiez les beignets, ou aider votre mari dans son petite entreprise? Ben, moi, tu réveilles de bonne heure, prépare les enfants pour l'école, et après, quand les enfants finissent d'aller à l'école, attaque notre corvée, mon mari et moi. Mais mon mari travaillait à la boulangerie, hein, avant. Il a fait 20 ans à la boulangerie. Et quand il sortait de la boulangerie, c'est là qu'il faisait les samoussas? Oui. Et à où, comment vous organisez à où pour donner un coup de main? Ben, quand les enfants finaient à l'école, je faisais mon ménage, mais après on attaque le travail, là, les bonbons. Quoi vous savez déjà faire et quoi vous l'a appris à faire? Ben, tout mon mari l'a appris à moi à faire. Quand il faisait les samoussas, tout ça, me regardait. Les enfants étaient partis à l'école. Mais après, on faisait la force, on faisait la pâte, on remplissait les samoussas, les piments farcis. Est-ce que vous allez vendre aussi? Vendre, c'est Fabiola et mon mari. Le soir, Fabiola sortant d'école et mon mari vendait. Les gens venaient ici un petit peu et mon mari faisait la vente sur le chemin, le bus, le 4L là, sur 4L avant. Mais on travaillait comme ça. Comment ça a évolué? Comment on l'a vu évoluer justement la façon de travailler de votre mari, l'entreprise et vous-même? Il avait un peu plus de matériel, il avait un peu plus de façon... Oui, Ouais? Parce que les matériels avant étaient manuels, on faisait à la main, les saucisses, tout ça. Mais maintenant, il y a des appareils, des moulins, Aujourd'hui, c'est plus facile pour travailler. C'est plus facile pour faire les saucisses, faire le boudin. des enfants. Ouais? Mais moi, je travaille plus aujourd'hui, moi. Quelquefois, j'aide mon mari là-haut à faire des samoussas, mais je travaille plus, moi. Et quoi vous garde comme souvenir du début à aujourd'hui? Quoi vous gardez comme bon souvenir? Moi, je suis contente de moi que nous avons réussi, que aujourd'hui mes enfants ont un petit boulot et j'espère avoir un petit peu plus tard. Avec le temps d'aujourd'hui, c'est pas facile. Peut-être nous aurons l'occasion de faire notre charcuterie, notre bâtiment que nous sommes en cours de faire. Aujourd'hui, on trouve que même si les méthodes de travail ont changé, le saucisse, le boucané, le zandouille, le bon samoussa, il est toujours aussi bon qu'avant? Oui, il y a un changement de goût, mais il est toujours aussi bon qu'avant. Les clients, ils vendent. Je ne connais pas d'après les clients, mais il est toujours aussi bon. Mais moi, je ne mange pas tout le temps là-dedans. Fait, à un moment donné, ça ne rentre plus. Quoi vous l'a aimé le plus dans tout ça, dans cette vie que vous l'avez eue? Quoi vous l'a aimé le plus? La charcuterie, l'abattage au fond. Moi, j'ai fait ça, et Jean-Claude a travaillé en l'air. C'était merveilleux ce temps-là, j'ai aimé ça. Et le fait que les enfants la rentrent dans la danse, la rentrent dans le rond, pour vous, c'est ça aussi qui est bien? Oui. Les enfants, la honte là-dedans, parce que dès qu'elle a sorti l'école, là, elle a fait le stage de charcutier là. Mais Fabiola a fait manuel, hein, parce que
il ne connaît pas trop bien lire. Et après, ma fille était en France, ma dernière fille était en France. Elle est venue à 2 ans, la rentre la Réunion. Ben, je suis content que les autres là prennent le travail, les autres papas. Les autres papas, ils surveillent quand même, ils sont toujours là pour surveiller les autres, mais ça va. Quoi où aimerait voir aujourd'hui? Ben, le travail évoluer, et puis avoir un bon charcuterie dans les normes et des trucs pour faire travailler mes enfants. Pour vous, personnellement, le travail elle a été très prenant, ou l'a beaucoup travaillé. Oui. Aujourd'hui, quoi ou aimerait pouvoir faire pour vous? Mais aujourd'hui, moi, je ne gagne plus fait grand-chose, sauf le ménage, mais moi, je suis malade. J'ai eu, à 5 ans, j'ai gagné le diabète, fort diabète. Alors, je ne peux plus faire grand-chose. Mais malgré tout, on n'a pas encore un rêve. Votre rêve, c'est que maman y arrive à développer la charcuterie. Oui. Et comment, aujourd'hui, vous aimeriez accompagner les autres? Continuer, parce que c'est d'abord une réussite familiale. Oui. Comment cette famille-là doit continuer à grandir ensemble? Ben, main dans la main, avoir l'entente et... Continuer à Mazotte? Oui. Mon Dieu merci, jusqu'à maintenant, mes enfants y entendent eux autres, parce que les grandes familles entendent comme ça. Hein?